Bonjour, donc aujourd'hui on va reprendre quelques notions qu'on a déjà rencontrées dans les cours précédents, avec notamment donc le H en alpha d'un groupe attracteur mésomère, donc là aujourd'hui d'un groupe carbonyle principalement. Donc on parle de H en alpha d'un groupe carbonyle pour tout proton porté par un carbone voisin de la fonction carbonyle d'une molécule. Cette molécule est dite énolysable. Sa base conjuguée est appelée énolate. Donc on va prendre tout de suite l'exemple le plus simple, le cas de la propanone. Effectivement, il y a un proton acide qui a un pKa de 20 et on va justifier son caractère acide en utilisant donc justement la stabilisation de la forme mésomère de la base conjuguée, donc la propanone, c'est ça. Alors ici DH en alpha, donc alpha c'est évidemment en alpha de la fonction carbonyle, donc la fonction carbonyle, le premier carbone à côté, c'est celui-là, évidemment la molécule est symétrique, donc on pourrait faire la même chose à gauche. Donc on prend une base forte, donc généralement LDA ou une autre. Donc on a une réaction acide-base qui a lieu avec cette base, qui vient chercher le proton, donc qui va donc laisser le doublet ici, là, ce doublet-là va se retrouver donc sur le carbone qui portait justement le proton, donc il va se retrouver là. Et donc ce doublet est stabilisé par mésomérie, et donc on peut écrire deux formes mésomères qui justifient donc la stabilisation de la base et donc le pKa qui est autour de 20. Voilà, donc ça c'est généralement ce qu'on a déjà fait ça plusieurs fois. Alors une remarque très importante, c'est que H en alpha, c'est en alpha et pas ailleurs, donc sur un carbone en alpha. Donc dans le cas des aldéhydes, le H de l'aldéhyde n'est pas un H en alpha puisqu'il est porté directement par le carbone de la fonction carbonyle et non pas par un carbone voisin de la fonction carbonyle. Donc on retient ça. On peut également remarquer que le méthanal est un exemple d'aldéhyde non énolysable. On peut donner d'autres exemples bien sûr. C'est-à-dire que pour être énolysable, il faut justement avoir un carbone voisin d'un groupe donc carbonyle. Or dans le cas du méthanal, on n'a pas de carbone justement en alpha puisqu'on a directement les H. Donc ça c'est non énolysable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire de forme énolate. Ce qu'on appelle énolate, c'est cette la base conjuguée qui évidemment a deux formules mésomères, mais on peut l'appeler ici ou ici, c'est pareil, d'accord. Bon, ici on comprend que ça s'appelle énolate puisque olate pour la fonction alcoolate et N pour la fonction alcène. Néanmoins, nous, on travaillera toujours que sur cette forme-là, puisque c'est uniquement la forme qui porte le doublet moins sur le carbone qui va servir de nucléophile pour d'éventuelles réactions dans la suite. Donc, le méthanal est non énolysable, il suffit de trouver des exemples de molécules qui sont énolisables. Alors il y en a un autre très connu, c'est le benzaldéhyde. Le benzaldéhyde, c'est comme ici il y a la benzène, là on a donc l'aldéhyde, on a dit le H n'est pas un H en alpha, et ici sur ce carbone là il n'y a plus de protons, d'accord, puisque si on développe la molécule, on voit que le carbone a déjà ces quatre liaisons. Voilà, on peut imaginer d'autres exemples un peu plus folkloriques, où justement le carbone a déjà toutes ces liaisons réalisées avec autre chose qu'un H. Voilà, donc faut faire évidemment attention, il ne faut pas croire que tous les fonctions carbonyles présentent des H en alpha et donc ne sont pas tous énolisables. Voilà, donc une conséquence, ça va être ce qu'on appelle la tautomérie cétoénolique. Alors la tautomérie cétoénolique, c'est justement le fait qu'on a un équilibre entre l'acétone, enfin la molécule, la fonction cétone, ou carbonyle en général, aldéhyde ou cétone, et donc une forme N-ol, donc alcène-alcool. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, avec le mécanisme en milieu basique. On y va. Alors, on va prendre un exemple toujours pareil, simple, le cas de la propanone. Voilà, donc là, on va avoir un équilibre de tautomérie. Vous avez déjà dû rencontrer en biologie avec les sucres, d'accord. Et voilà, on a en gros ce H là qui voyage, d'accord, qui était en alpha là,
et qui se retrouve ici. Et donc là, on a une fonction alcool et une fonction alcène, d'où le nom de énol. Alors, pour justifier cet équilibre, là on a un équilibre, hein, c'est pas de la mésomérie, puisqu'on a vraiment déplacement d'un atome, hein, ici l'hydrogène, donc on n'est plus sur des formules mésomères, on est sur un vrai équilibre chimique, il n'y a plus la même structure. Hein. Donc évidemment c'est toujours largement favorisé dans le sens de l'acétone, pour justification thermodynamique, et donc le mécanisme en milieu basique, on l'imagine assez facilement. Hein. On va commencer par chercher le H en alpha, voilà, et on passe donc à l'énolate, pardon, à l'énolate, avec soit directement, soit avec la forme mésomère avec le carbanion, et donc après, comme on a récupéré ici l'eau, et ça peut redonner un proton, donc qui permet de régénérer donc OH-, et donc qui permet de justifier que on a un équilibre avec l'énol. Évidemment, comme on peut également piquer le proton avec le carbanion ici, d'accord, et on peut évidemment directement retrouver la forme de départ. Hein, voilà. Donc l'équilibre cétoénolique, voilà, c'est juste pour dire que en solution, la fonction cétone peut être en équilibre avec une fonction énol. Alors c'est très en défaveur généralement de la fonction énol, sauf dans quelques rares cas dont on va présenter un exemple dans l'exercice 1. Donc l'exercice 3, le spectre RMN de la pentane 2,4-dione présente 5 pics dont les déplacements sont les suivants. Interpréter ceci, et en plus, que peut-on conclure du fait que les intégrations des signaux à 3,6 ppm et 15,4 ppm sont respectivement 1,9 et 2,6. Alors là, c'est assez subtil. Donc voici la pentane 2,4 dione. Alors normalement, étant donné qu'elle est symétrique, on n'a que deux types de signaux. Les trois protons là sont équivalents, donc on aurait normalement une intégration pour cette structure-là, une intégration donc à 6 protons donc non couplés, hein, donc on aurait un signal là et un autre ici, hein, correspondant à là, ici, et tout ça intégrerait pour 6 ici et pour 2 ici. Voilà. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on s'attendra à voir. Je pense que celui-là est un peu plus déblindé, puisqu'il est voisin de 2 groupes carbonyles, alors que d'un seul. Bon, on doit avoir quelque chose comme ça. Et là, au lieu d'en avoir donc que 2, on nous en annonce 5. Donc il va falloir trouver 3 autres protons, entre guillemets, enfin 3 autres groupe de protons qui expliquerait donc l'apparition des 3 autres signaux. Donc on va justement se servir de la tautomérée cétoénolique, et en fait là on va avoir une stabilisation un peu particulière, puisqu'on fait intervenir une structure qui va être stabilisée là par liaison hydrogène intramoléculaire, d'accord, en écrivant donc la tautomérée cétoénolique entre cette partie là et celle-ci. D'accord. À ce moment-là, on se retrouve avec des protons qui ont un comportement un peu différent, puisque de toute façon, on a comme groupe de protons, on a de nouveau les 6 ici, alors qui reste symétrique, parce qu'évidemment, la tautomérie, on peut également la faire de ce côté-là, hein, donc ça reste symétrique, et donc un ici, et un ici. Donc on a trois groupes supplémentaires. Alors évidemment, pour l'attribution, c'est pas forcément évident, entre 2, 2,2, etc. Il faut se servir des tables. Ce qui est sûr, c'est que celui à 15,4, quand on regarde les tables, c'est celui-là. Hein. D'accord, 15,4, c'est celui-là. Et après, on a donc 2 et 2,2. Alors ça, c'est ceux qui sont ici, c'est les 6 qui changent d'une structure à l'autre. Et 3,6 et 5,6, c'est vraisemblablement ceux du milieu. Voilà. Donc après, en regardant les intégrations, on va pouvoir estimer le rapport entre les deux formes.
Donc je répète, ici c'est 2 ou 2,2 et ici c'est 2 ou 2,2. Alors c'est pas ça qui nous importe, puisque dans tous les cas il y en a 6 dans les deux formes. En revanche, ici on en a 2 et ici on n'en a qu'un seul. Ici ça va être à 5,6 ppm, puisque ça c'est typique des protons d'Alcène. Et ici en revanche les deux H, ceux-là ils vont être donc à 3,6 ppm. Voilà. Donc on a quasiment tout pour faire, puisque justement c'est ce qu'on nous donne, c'est les deux intégrations à 15,4. Donc on a un proton ici qui intègre attendez, je regarde de nouveau, qui intègre pour 2,6, donc intégration 2,6, et on a ensuite 2H qui intègre pour 1,9. D'accord, ici les 2H qui intègrent pour 1,9, c'est-à-dire que un H intégrerait pour 0,8. Donc là on a un H qui intègre pour oula, bêtise, pas 0,8, 0,95. Donc on a un H qui intègre pour 0,95 et ici un H qui intègre pour 2,6. Donc on voit bien le rapport entre les deux, puisqu'on va avoir la forme donc énol, sur la forme cétone, si on fait le rapport des deux, qui va être égal donc à 2,6 sur 0,95, c'est-à-dire à peu près 2,7, hein, d'accord, 2,7 pour 1. Voilà pour le rapport des deux formes. Donc là, la forme énol est un peu majoritaire. Bon, c'est un cas exceptionnel, hein, on a une espèce de pseudo-aromaticité, hein, puisqu'on a une alternance de double, simple, doublé ici, vous voyez, simple, liaison hydrogène. Bon, ça stabilise un peu. Cycle à 6, c'est relativement stable. Bon, on va pas détailler cette stabilité, mais en tout cas, voilà, c'est une particularité assez rare d'avoir une forme énol majoritaire par rapport à une forme cétone. On poursuit sur les conséquences donc de la tautomérie cétoénolique ou de la mobilité justement de ce proton en alpha qui est justement capable de bouger entre le carbone en alpha et l'oxygène de la fonction carbonyle, hein, et donc de passer d'une forme énol à une forme cétone. Donc expliquer les observations expérimentales suivantes. La X4N2-on s'isomérise en milieu basique en cétone conjugué. Donc là effectivement on a une cétone qui n'est pas conjuguée, puisqu'on a double, simple, double, et donc elle peut s'isomériser en cétone conjugué. Alors en milieu basique, on a justement le proton ici qui va être capable de se faire arracher, de bouger, et donc on va se retrouver avec, comme d'habitude avec la base conjuguée, et là cette base conjuguée elle peut être stabilisée de ce côté là pour justifier donc la formation de l'énolate, mais également de l'autre côté, d'accord, et donc on peut déplacer comme ça le double non-liant et la double liaison. Alors si on fait ça, on peut se retrouver avec comme formule mésomère celle-ci, donc je vais plutôt déplacer cette fois-ci de ce côté-là, voilà, et je me retrouve avec cette fois-ci le carbanion ici, et donc là, soit effectivement comme ce sont des équilibres, soit on reprotonne au niveau du C- ici, et on retrouve donc cette forme-là, ou alors on reprotonne à partir donc de cette formule mésomère-ci, la deuxième, ici, et à ce moment-là, on va avoir comme une nouvelle molécule, justement l'acétone annoncé conjugué. Voilà. Donc là, c'est quand on reprotonne avec le proton de la base conjuguée, c'est-à-dire que là, on avait de la base conjuguée, on avait OH-, et là, on récupère donc H2O, et H2O donc se refait piquer le proton, et pour reformer donc HO-. Voilà. Donc là, on a comme ça, en fait, on est passé de cette cétone-là à une cétone conjuguée qui, on le sait, est plus stable. Donc en fait, l'équilibre va tendre à obtenir majoritairement cette cétone à la fin.
Toujours sur l'idée donc de la mobilité du H en alpha, on prend la S3-phénylbutane de On et on constate qu'elle sera racémise en quantité catalytique de base. Donc on va essayer d'expliquer ça. Donc c'est la molécule ici. La molécule ici, donc 3-phénylbutane de On. On a un carbone asymétrique et donc on s'intéresse à l'isomère S. Alors vous pouvez vérifier qu'il est S. Hein. Le groupe prioritaire il est là. Un carbone relié à un oxygène. Là on n'a que des carbones. Là on a un méthyle. Donc on tourne 1, 2, on tourne dans ce sens-là, on est bien S. Donc voilà, on est en milieu basique, hein, catalytique, donc comme d'habitude, OH-. On a un équilibre, on va chercher le H en alpha, et donc on se retrouve avec donc le carbanion, sauf que là, le carbanion, on sait qu'il a une géométrie en fait de type pyramidal, d'accord. Le carbanion, il a une géométrie de ce type-là, comme ceci, en fait, il s'inverse comme l'ammoniac, et en fait, en moyenne, donc il s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre où il va se retourner comme ça, et en fait, on va avoir, donc, il est capable de s'inverser, j'avais déjà parlé de ça dans le cas de l'ammoniac, hein, et donc, en fait, on va avoir un équilibre qui devient possible dans ce cas-là, qui n'est pas possible quand il y a effectivement le proton, mais quand il y a le doublet non liant, on a l'inversion qui est possible, et donc dans ce cas-là, le phényl peut passer derrière, et quand ça se reprotonne, puisqu'on est toujours en milieu aqueux, donc la base conjuguée d'OH-, c'est l'eau, et donc quand il se reprotonne, on se retrouve donc avec l'acide conjugué du carbanion, hein, ici, c'est-à-dire en fait on récupère le composé de configuration R, et donc à force de s'échanger, on a racémisation, c'est-à-dire que on est parti d'un composé ionthémériquement pur et il se retrouve avec son R qui n'était pas prévu au programme, et donc à force, on va avoir perte d'activité optique. Et pour expliquer l'inversion de façon encore plus simple, hein, vous aviez donc l'isomère de configuration S, et quand on passe en fait au carbanion, de toute façon, comme il y a conjugaison, il y a de toute façon on passe par un intermédiaire plan, et l'intermédiaire plan, lui, il a effectivement perdu l'activité optique, parce que là, l'alcène est localement plan. Donc même sans faire intervenir l'inversion de type ammoniac, entre guillemets, on comprend qu'on perd de toute façon l'activité optique, parce qu'on passe par l'énolate. L'énolate, comme son nom l'indique, il y a alcène, N, et donc planéité de la molécule, et donc on n'a plus d'activité optique, hein. Donc à terme, ça se perd, et donc quand on repart sur l'autre forme, on comprend que quand on passe de l'énolate à la forme carbanion, on peut de nouveau mettre cette fois-ci le moins entre guillemets en haut ou en bas, et donc on peut effectivement perdre l'activité optique, hein. Voilà. Là j'ai fait des bêtises parce que c'est pas des flèches d'équilibre, hein, c'est des flèches de mésomérie, hein. Vous corrigez, c'est des flèches de mésomérie, tout ça, hein. Voilà. Donc dernier exemple, c'est le cas du glucose. Donc le cas du glucose, vous allez le voir en biologie, il y a moyen de faire de l'isomériser. Donc on part du glucose, donc le déglucose, hein. À connaître, hein. Donc là, je vais mettre le OH de ce côté-là, hein, même s'il n'y a pas de carbone asymétrique, hein, voilà, on écrit CH2OH. Donc le dernier carbone asymétrique, c'est celui-là, hein, des glucoses, et donc il peut s'isomériser. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a là? On a donc la fonction cétone. Donc cette fonction cétone, on sait qu'elle est en équilibre avec l'énol, alors certes pas de façon favorable, mais quand même, et donc si je la transforme en énol, j'arrive à ça. Donc je recopie le reste de la molécule, voilà, comme si de rien n'était pour le reste. Voilà. Et donc là, donc je suis passé de la forme ici cétone à la forme énol, sauf que je me retrouve en fait avec un deuxième énol qu'on peut voir ceci de ce côté-là. Et donc lui, il va être en équilibre. Donc là, on est bien sur des équilibres, hein. Il va être en équilibre avec la forme cétone, mais cette fois-ci de ce que j'ai entouré en vert. Donc
on recopie en changeant en vert l'énol en cétone, et donc en recopiant, on trouve en fait cette fois-ci le fructose. Voilà. Et on peut continuer ainsi de suite, hein, c'est-à-dire que non seulement quand on repasse ici au glucose, ben, si je refais en rouge l'acétone, quand je pars ici, j'avais un carbone asymétrique à cet endroit-là, enfin je l'avais ici, mais là je l'ai perdu. Donc comme je le perds, quand je refais comme avant avec ma racémisation, ben, il n'y a pas de raison que le OH revienne de ce côté, il peut, c'est-à-dire à droite, il peut revenir soit ci à gauche, et donc on va avoir le mannose, donc un épimère du glucose qui se forme. Voilà. Donc en fait, partant du glucose, on peut se retrouver à cause de ces phénomènes de mobilité du H, avec 3 isomères dans la solution. Voilà. Donc tout ça, c'est dû à ce fameux H en alpha qui est mobile et donc qui nous fait un peu des bêtises. Donc là, on a vu le H en alpha du carbonyle. En fait, on peut généraliser à n'importe quel groupe étroit attracteur, et notamment donc au cas des esters. Donc là, on a pris un ester un peu étrange, mais qui en fait est assez souvent utilisé en chimie organique, qui est donc le propanedioate de diéthyle. Alors je vais vous le représenter, puisque c'est aussi le malonate d'éthyle. Donc propanedioate, donc propane 3 carbones, et dioate, donc 2 fois ester d'éthyle. Voilà. Donc là, on a des groupes étroits attracteurs, hein, c'est pas tout à fait des carbonyles, c'est des carboxyles, mais c'est pareil, on a une double liaison CO, et donc on a ici un proton en alpha, un stocile en alpha de 2 groupes, un à gauche, un à droite. Et donc, quand on va l'arracher, on va se retrouver avec un carbanion qui va être spécialement stabilisé, puisqu'il va être stabilisé à la fois par le groupe de gauche et le groupe de droite. Donc, on peut y aller une fois ici. Donc là, c'est de la mésomérie, hein, la flèche de mésomérie. Et donc, on se retrouve avec cette écriture-là. Et, alors que je ne me trompe pas, voilà, au moins ici, et au et. Et évidemment, on peut écrire celle de droite également. Je vous laisse faire. Donc, on a cette fois-ci 3 formes au lieu de 2 avant, hein, simplement avec l'exemple de l'acétone, de la propanone. Bon, donc on comprend que c'est plus stable. Donc au lieu d'avoir un pKa de 20 quand il n'y a qu'une seule stabilisation, on a un pKa de 13. Donc 13, c'est inférieur à 14 de la soude. Donc on pourrait se dire, on peut l'arracher avec de la soude. Sauf que le problème, vous verrez l'an prochain, une réaction de chimie organique classique, qui est qu'une fonction ester en présence de soude subit ce qu'on appelle une saponification. Et donc on va obtenir en fait la fonction ester va se transformer en carboxylate, et donc ça c'est pas trop voulu. Il y a une réaction d'addition nucléophile suivie d'une élimination qui peut avoir lieu ici, et bon, ce mécanisme on le reverra en spé, mais en tout cas donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas la soude, d'accord, et donc on utilise plutôt de l'éthanolate, parce que l'avantage c'est que si on fait l'addition là comme j'ai fait là, et on voit pas la différence, quoi. On voit pas que on a substitué en gros un net O par un autre groupe étoxy. Voilà, donc on utilise plutôt cet éthanolate, cet alcoolate, plutôt qu'un autre d'ailleurs, hein, pas non plus le méthanolate, sinon on risque de se retrouver avec des mélanges eth, méthyle, etc. Donc bon, et en plus l'avantage aussi c'est que le pKa est un peu plus élevé, puisqu'on a un pKa qui tourne plutôt autour de 16 que de 14, donc la réaction marchera aussi un peu mieux. Voilà. Donc ça c'est pour généraliser, hein, le fait que quand on a un proton en alpha là, ça marche avec n'importe quel groupe attracteur, hein. Donc sur le poly, je vous donne d'autres exemples, hein, avec toujours des groupes attracteurs, hein. Donc là on retrouve le carbonyle, hein, CH3CHO, un groupe nitro, un groupe acide carboxylique, un groupe CH3CN, etc. Alors on va les reprendre, hein. Donc quand c'est CH3CN, donc le groupe cyano, donc la fonction nitrile, on a CH3, je vais couper le réseau parce qu'il me fatigue, voilà. On a ça. Donc
cette molécule-là, le proton acide, bon, il n'y a pas trop le choix, il n'y en a que 3 et ils sont tous identiques. Donc on va se retrouver avec, une fois qu'on a fait la réaction acide-base, avec une base relativement forte, on va se retrouver avec ce carbanion. Voilà, et on peut écrire les formules mésomères qui justifient donc la stabilisation de la base conjuguée et donc l'écriture voilà, de la base et donc la justification que le H peut bien partir. Quand on a juste l'aldéhyde, bon ça on sait faire, le H acide, le piège évidemment c'est pas de pas voir celui-là, mais toujours le H en alpha, avec donc on l'arrache et on obtient donc le carbanion et la formule mésomère, toujours la même. Alors, remarquez que ça fait, je l'ai écrite beaucoup de fois, donc je vous invite à le faire aussi pour que ça devienne un automatisme. Voilà, dans le cas de l'autre, qu'est-ce qu'on avait? CH3 et NO2. Alors là c'est particulièrement efficace parce que le groupe nitro, lui, il est à la fois mésomère attracteur et en plus très largement inductif attracteur également, ce qui va fortement stabiliser la base conjuguée. Donc quand on arrache le H en alpha, on va se retrouver avec toujours pareil, possibilité d'écrire les formules mésomères qui justifient donc la stabilisation et donc qui justifie l'abaissement du pK, sauf que là il descend encore beaucoup plus bas que 20 à cause de tous ces atomes électroattracteurs qui font qu'on descend jusqu'à 10, il me semble. Voilà, c'est ça. Et le dernier exemple, alors le dernier exemple, on a cet exemple là, et donc là pareil, on a a priori un H en alpha, sauf que là le piège c'est qu'en fait c'est le H de l'acide carboxylique qui est évidemment le H qui présente un pK de 4,8. Donc là c'est juste pour vous rappeler, attention, les acides carboxyliques, si leur nom le rappelle bien, ils sont acides mais c'est par ce proton et non pas par celui-là. D'accord? Donc si vous voulez que ce soit par celui-là, il faut d'abord passer à la fonction ester, c'est-à-dire qu'il faut transformer l'acide en ester via une estérification, mais ça ce sera rappelé pareil dans le cours sur les esters qui rappellera aussi le problème que j'ai soulevé avant sur la saponification. Saponification qui est la réaction utilisée dans le film Fight Club, bien sûr. Donc sur le poly, je vous ai mis une liste de bases utilisées pour arracher ces fameux protons en alpha. Donc on a des bases comme l'hydrure de sodium, les amidures, donc ma chouchoute LDA, la soude quand c'est possible et que le H n'est pas trop acide. Voilà, sinon les alcoolates. Le tertiobutanolate, alors lui, grand classique, donc l'avantage c'est que c'est un alcool, mais il est très encombré, donc on n'aura pas de problème de réaction de substitution. Il est tellement encombré qu'il va quasiment toujours que pouvoir chercher un H acide. C'est le principe aussi de LDA. LDA, contrairement aux amidures plus petits, a l'avantage avec ses grosses pattes encombrées d'éviter les réactions de substitution nucléophile qu'on pourrait par exemple rencontrer avec NH2-. Voilà. Donc ça c'est la liste des bases, il vaut mieux les connaître. La dernière, le carbonate, CO3-. Voilà, l'avantage c'est que sa base conjuguée, quand on est en milieu acide, on peut retrouver de CO2, et donc c'est ce qui fait que quand vous mettez de l'acide sur un caillou, qui est un caillou calcaire, vous voyez un dégagement gazeux de CO2. Voilà, donc évidemment si on veut passer au carbanion, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour bien sûr faire des réactions chimiques. Donc on va prendre le premier exemple, transformer la propanone en butanone. Voilà. Donc ça on l'a déjà rencontré dans les précédents cours, j'en ai déjà parlé de la C-alkylation. Voilà, donc on va juste le refaire rapidement. Donc on passe à la base conjuguée avec une base forte, donc justement l'énolate. On l'écrit toujours, on justifie sa stabilisation par la formule mésomère. En revanche, c'est toujours le C- qu'on utilise comme nucléophile, et donc là le nucléophile va sauter sur le méthyle, le bromion de méthyle, d'accord, et donc on va avoir une SN2, puisque là le carbone est nulaire ou primaire généralement, et donc on va former une liaison carbone-carbone justement au niveau du C-, et donc on a justement allongement de la chaîne carbonée avec un méthyle en plus. On a cette fois-ci, on est passé en gros de
3 carbones à 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une C-alkylation. On a rajouté un groupe alkyle, méthyle, sur un carbone. D'accord? Et on ne le fera jamais sur l'oxygène. D'accord? Ce qui s'appelle une O-alkylation, qui n'est pas au programme, et pareil, il faut des conditions un peu plus rares. Donc vous placez toujours dans le cadre de la C-alkylation. Vous oubliez le caractère nucléophile du O-. Nous, on n'utilisera toujours que le carbone comme nucléophile. Voilà. Donc cette réaction, la C-alkylation, on l'a déjà vue, donc là je vous la rappelle. On a également rencontré les problèmes de polysubstitution, c'est-à-dire que si on utilise donc un équivalent de LDA, un équivalent de stoïcidiodure de méthyle à de l'éthanol, on peut avoir éventuellement des problèmes de polysubstitution. Donc je vous les rappelle brièvement également. Voilà, on est parti. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait là, sauf on part cette fois-ci de l'éthanol. Donc l'éthanol, l'avantage c'est qu'il n'y a qu'un seul type de proton acide ici. Donc CH3, avec LDA, on va arracher le proton en alpha qui va réagir sur CH3I pour justement allonger la chaîne carbonée, et donc on va obtenir, comme avant, un carbone de plus. Sauf que comme on fait tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'on n'isole pas l'un des intermédiaires, etc., on fait ça comme des gros cochons, donc en fait, LDA est toujours dans la sauce, donc elle peut arracher le proton en alpha de ce produit, donc cet intermédiaire là, pour ressauter sur CH3I, toujours selon une SN, et donc on se retrouve avec voilà, également ce composé, ce qui fait qu'on se retrouve avec du réactif qui n'a pas le temps de réagir parce que LDA s'occupe à la fois de lui et de celui-ci pour former ça. Donc on se retrouve avec un mélange de trois composés, le réactif et deux produits. Le produit de monoalkylation, on a juste alkylé une fois ici, ou de polyalkylation quand on alkyle deux fois. Voilà. Donc ça c'est un problème classique, la polyalkylation. Un autre problème qu'on peut rencontrer, c'est le cas de la régiosélectivité, c'est quand on a des H en alpha qui ne sont pas équivalents à gauche et à droite. Donc ici vous voyez on a un type de proton à gauche qui n'est pas le même qu'à droite, puisqu'à droite il n'y a qu'un seul proton qui a un méthyle voisin, alors que là non. Et donc selon les conditions expérimentales, donc selon le contrôle cinétique ou thermodynamique, on a majoritairement une alkylation ou l'autre. Donc ça, à nouveau, j'en ai déjà parlé. Je vous refais rapidement l'explication. Elle est détaillée dans le poly, donc elle était détaillée dans le poly précédent, donc là je ne l'ai pas remise. Je l'ai un peu, on va le faire à l'oral. Donc on y va. Donc là, quand on est sous contrôle, donc évidemment on a toujours le choix d'arracher les deux H, donc soit on arrache ce proton là en alpha à droite, soit en alpha à gauche, et donc on a deux intermédiaires possibles. Alors celui-ci, le premier, il peut donner il est écrit avec sa formule mésomère comme ceci, alors que celui-là, il est avec sa formule mésomère qui est celle-ci. Alors en fait, quand on regarde ce qu'on obtient, c'est que là, quand on va fixer après le méthyle, soit on fixe le méthyle donc ici, soit on fixe le méthyle donc ici. Donc en fait, sous contrôle thermodynamique, on va avoir finalement cet intermédiaire là qui est un énol tétra substitué, c'est-à-dire qu'il y a 4 substituants ici, d'accord, alors que là il n'y en a que 3. Celui-là est plus stable, d'accord, il est plus stable, donc finalement sous contrôle thermodynamique on passera plus souvent par lui, et donc on va obtenir majoritairement le méthyle qui se fixe donc sur le carbone de droite, et donc sous contrôle thermodynamique vous voyez que on a majoritairement ce composé là. Alors que sous contrôle cinétique, on va s'empresser d'aller au plus simple, c'est-à-dire c'est quand même moins encombré ici de chercher le H que ici, et donc on aura principalement le méthyle qui sera à ce côté-là. Donc c'est ce qu'on observe ici sous contrôle cinétique, on a majoritairement la fixation qui se fait ici. Alors,
Je rappelle, hein, le contrôle thermodynamique, c'est quand on est plutôt à des températures élevées et avec des équilibres. Justement, on ne prend pas des bases très très fortes pour pas avoir une réaction totale. Et justement, une réaction équilibrée qui fait qu'on va se retrouver piégé dans le puits de potentiel le plus bas. Alors que ce contrôle cinétique, on évite d'aller à l'équilibre, donc on se place pas à basse température, et on prend des bases très fortes pour qu'on ait une réaction quantitative, une base encombrée qui aura beaucoup de mal à aller chercher le deuxième H ici qui est trop encombré. Voilà, donc vous avez deux produits possibles et selon le choix des conditions, vous en favorisez l'un ou l'autre. Voilà. Donc application de la C-alkylation, on va prendre un exemple là, une synthèse. Donc on part du composé A, on lui ajoute de la soude, donc on va chercher un H acide. Le H acide ici c'est évidemment celui du phénol. Je rappelle que les phénols ont des pKa qui tournent autour de 10, contrairement aux alcools qui sont plutôt autour de 15-16. Et donc on obtient, on va faire le phénolate et on y va. Donc la molécule, je vais garder cette couleur là, c'est celle-ci, donc avec Cl, voilà. Donc on part de ce composé là, auquel donc on a arraché, j'ai dit, ce proton là. Donc on se retrouve avec un nucléophile. Ce nucléophile, on le fait réagir avec un composé halogéné, à savoir donc BrCH2 7 fois Br, et donc on va simplement faire une SN. Donc alors les 7, je ne vais pas l'écrire en topologique, sinon ça va me faire beaucoup d'ondulations. Je vais garder cette écriture là. Et donc on va faire une SN, SN2, puisque le carbone ici est primaire. Et donc on a, selon une SN2, on va simplement augmenter la chaîne carbonée. C'est un exercice que j'avais déjà, il me semble, traité, mais c'est pas grave. Voilà, et donc on a CH2 cette fois Br. Ensuite, on repart sur une autre molécule, l'octane 3,5-dione, avec LDA, et on rajoute le composé C ainsi obtenu. D'accord, le composé C, donc c'est celui que je viens de dessiner à l'instant. Non, pardon, avec, on fait une SN, entre-temps avec I-. Voilà. On refait une SN2 pour obtenir le même composé, mais avec un I à la place d'un Br. Voilà, donc on est ici. I. Voilà, donc on va partir sur une cétone ensuite, l'octane 3,5-dione, auquel on ajoute LDA et le composé C justement ici. Alors je vais faire un peu de ménage. Voilà, donc octane 3,5-dione, donc octane 1, 2 dans éthyle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans le groupe propyle. Donc là, avec LDA, le proton acide, c'est évidemment celui-ci, donc je l'arrache tout de suite pour gagner un peu de temps, et donc on part directement sur une SN2 pour faire donc une C-alkylation, et donc obtenir donc une liaison carbone-carbone avec donc ce nucléophile-là, et donc on obtient la molécule finale. Donc on recopie là, au CH2 cette fois, et donc la liaison qu'on crée, alors il ne faut pas se tromper, elle est ici, je vais la faire, et ici donc on recopie simplement là. Donc la liaison, je vais la marquer, c'est celle en orange qui a été créée ici. Voilà, donc là on vient de faire principalement des substitutions nucléophiles, donc on sert du carbanion, de l'énolate, comme d'un nucléophile, bien sûr, mais là pour des réactions de substitution nucléophile. Et donc dans la suite du cours, on va surtout faire des réactions d'addition nucléophile pour changer un peu. Et donc c'est ce qu'on va présenter tout de suite avec les réactions d'aldolysation et de crotonisation.